Merci, Monsieur Ergotte. On se rend bien compte qu'il y a des... Merci pour ce panorama, parce qu'on se rend compte qu'il y a des points singuliers en matière d'acoustique un peu partout et que ça concerne tous les corps de métier, mais que des solutions existent. La problématique, c'est d'intégrer l'acoustique, la thermique, la qualité de l'air intérieur. Voilà, c'est plein d'enjeux pour les acteurs du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que moi aussi, je vous donne 2-3 pistes de documentation pour aller plus loin. Des points qui ne seraient pas assez abordés. C'est Frédéric qui va vous donner. J'avais une question justement pour revenir sur les matériaux biosourcés ou ce type-là. C'est vrai que sur certains projets, on peut faire des propositions, par exemple, pour remplacer une laine minérale dans une cloison, avec des matériaux fibreux également, type, je vais citer l'isolant métis par exemple, ou des choses comme ça, donc de fibres textiles. C'est vrai qu'on est souvent confronté quand même au manque de je sais pas si on appelle ça des PV, ou pour vraiment justifier de la compétence acoustique du complexe. Et après, c'est vrai que quand je parle de complexe, justement, des fois, on a des éléments, on a des caractères acoustiques d'un matériau individuel, et on ne sait pas ce qu'il donne au sein d'un complexe. Comment on peut aller plus loin et dépasser ces problématiques? Alors, les matériaux, en particulier les isolants, pour l'acoustique, ne peuvent difficilement être testés seuls. Donc c'est la différence avec la thermique. La thermique, vous savez qu'à partir du moment où vous allez mettre un matériau dans un mur, il suffit de connaître sa propriété de résistance thermique, enfin de transmission thermique, pour déjà avoir une bonne idée de ce que ça va donner. En acoustique, on a besoin de travailler sur des systèmes. Donc, quand on parle de masse ressort masse, si vous mettez une masse tout seul, ça ne va pas donner du tout la même chose. Voilà. Ensuite, pour la partie retour, aujourd'hui, les systèmes sont testés en laboratoire. Donc, vous avez un fabricant qui propose des matériaux, enfin un système qui va monter en laboratoire et tester ensuite. C'est une démarche assez lourde, assez typée production grande échelle, on va dire. Et ça va vous donner des propriétés qui vont être surtout validées de manière assez précise. Parce que bon, il faut vous dire que l'acoustique, selon les appareils que vous utilisez, la façon de mesurer, vous pouvez avoir des écarts assez importants. Et d'ailleurs, entre laboratoires, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'écarts, on se rend compte qu'il y a des écarts et des fois qui posent des questions. Mais il est possible quand même de tester les performances sur même des campagnes générales en faisant des mesures assez simples et sur des réalisations in situ. On n'est pas obligé de passer en laboratoire. Le laboratoire va vous donner une validation officielle avec un document pour justifier votre produit auprès d'un maître d'œuvre. Et puis si jamais vous avez des problématiques après de résultats, vous pourrez toujours dire mais moi j'ai un produit qui est validé. Par contre, une démarche peut être faite, et ces démarches ont souvent été engagées, c'est le cas de la construction bois, de faire une réalisation, faire des modifications, et puis avoir finalement un outillage assez simple pour faire les mesures qui sont finalement toujours les mêmes. C'est-à-dire faites du bois au-dessus, faites du bois en dessous, vous mesurez entre les deux, et vous avez la mesure. Ça sera moins précis, mais ça vous donnera des tendances. Bonsoir. Ça ma question revient sur la durabilité des matériaux résilients. Parce qu'en définitive, le contrôle il est fait quasiment quand le bâtiment est neuf. Qu'est-ce que ça donne 10 ans plus tard? Est-ce que les qualités acoustiques sont toujours conservées ou est-ce que ça se dégrade avec le temps? C'est une très bonne question. Justement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un de mes collègues qui est spécialisé dans les problématiques antivibratiles. C'est un petit peu comme tous les matériaux, on peut se poser la question. Le mieux, c'est d'avoir des études dessus. Et il existe des études, certains fabricants ont réalisé des études de durabilité avec des tests en vieillissement accéléré pour vérifier. On sait que quand le produit est bien travaillé, je veux dire bien étudié en amont et réalisé de manière professionnelle, on peut avoir des propriétés qui durent longtemps. C'est pas, on sait que c'est comme tous les autres matériaux, sur des choses bien travaillées, les performances peuvent durer. Donc après, il faut se rapprocher des fabricants quelqu'un qui n'est pas d'accord. Oui, c'est peut-être simplement
par mon manque de jeunesse, mais donc des chantiers correctement conduits dans la période 95-2000, je ne parle pas de la période 75, là on n'en parlait même pas de l'acoustique, 15 ans après, l'efficacité des couches résilientes sous les sols, elle est proche de zéro. Sur des immeubles de 6-7 niveaux, vous faites des repérages à différents étages et plus de la moitié des logements sont concernés. Or, avec des carrelages et autres, on ne peut pas rénover, enfin il faut faire sauter le carrelage si on veut retraiter le problème. Donc là, il y a un vrai souci d'expérience. Alors, je voulais vous poser une question à laquelle vous n'allez pas pouvoir me répondre complètement. C'est gentil. Mais vos yeux me suffiront pour savoir ce que vous ne pouvez pas nous dire à tous publiquement ce soir. C'est que tous les systèmes en laboratoire, c'est comme dans l'atelier là à côté, on travaille au chaud, on y voit très clair, on travaille comme l'ingénieur l'avait dessiné sur le catalogue. Dans la réalité des chantiers, on a des contraintes que tous les gens là qui font du chantier connaissent. Donc, les contraintes d'exécution sont humaines, sont incontournables. Donc, dans votre expérience personnelle, les mesures de vérification que vous avez pu faire sur des chantiers terminés, sur des systèmes que vous-même aviez préconisés, ont dû vous amener maintenant, par prudence statistique, à ne plus utiliser ou ne plus préconiser à vos clients des systèmes où la probabilité d'une exécution imparfaite est trop importante. Et ce dont on a besoin comme information en retour par des spécialistes comme vous, c'est de ça. C'est par expérience, quels sont les systèmes qui ne sont pas maîtrisés suffisamment pour tirer tout le bénéfice qu'elles sont censées apporter. Et là, j'ai une question pour vous. Où est votre question là-dedans ? Vous, dans votre travail, est-ce que maintenant, est-ce que vous ne préconisez plus des systèmes que vous proposiez il y a 5 ans, parce que vous savez maintenant que la probabilité que l'exécution soit parfaite est trop faible pour que vous preniez le risque? Non, je ne vais pas le répondre comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais vous décevoir, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, déjà, sur le fait qu'on ait beaucoup de cas où, de toute façon, on le sait très bien, hein, un laboratoire, le mot même de mesure en laboratoire montre bien que ce n'est pas une mesure in situ. Donc, on a forcément des écarts. Ces écarts sont de toute façon pris en compte dans nos calculs. Heureusement, on a toujours un retour là-dessus avec des écarts plus ou moins grands. On met même quelquefois même le produit, le PV directement en cause en disant alors ça paraît bizarre quand même vu le système utilisé d'avoir ces performances-là. Pourtant, ça fait beaucoup l'objet dans certains types de fabricants, à des geekers, de PV d'essai, ce qui est un peu désolant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des solutions type qui fonctionnent bien, d'aller vers des améliorations qui sont comprises et acceptées par tout le monde, on reste sur les mêmes choses, voire même on réduit les épaisseurs, on réduit les performances, et tout ça en affichant les mêmes, on réduit pour nous la matière en affichant les mêmes performances. Donc là, on se dit c'est un peu fort quand même. Donc oui, on essaie d'être le plus vigilant possible par rapport à ça. Et donc par rapport au système non préconisé, de mémoire, j'en ai pas comme ça d'exemple en tête. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est qu'on apporte des grosses conditions et oui, qu'on précise, attention, c'est ce type de système-là, c'est annoncé comme ci, comme ça, très bien, mais on sait qu'on a des problématiques importantes dans tel type de mise en œuvre et avec des conseils de mise en œuvre derrière. Donc on est en conseil par rapport au maître d'œuvre pour lui dire, cette solution-là, ok, c'est annoncé, ça peut fonctionner, mais attention à comment vous l'employez. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Moi, je suis Patrick Reinert, architecte, et je m'intéresse beaucoup à l'acoustique. J'ai un peu de bruit dans mon entourage, et le plus grand miracle, c'était l'achat d'un casque Silent, Bose ou autre. Et j'ai appris que l'année prochaine, une start-up américaine
va sortir sur le marché des petits modules, ou bidules, on va dire, qui sont mises dans la pièce et qui apportent du silence sur 20 mètres carrés à peu près. Alors, du silence ou du bruit? Non, du silence. C'est le contre-bruit, en quelque D'accord. sorte. Alors, je voulais juste dire que voilà, le monde va changer et les problèmes d'aujourd'hui ne seront pas les problèmes de demain. Parce qu'on trouvera peut-être des solutions absolument innovantes. Bah, j'espère bien. Par contre, je demande à entendre surtout, voir ce que ça donne, parce que le contrôle actif du bruit, c'est quelque chose qui est en réflexion, en essai, en étude depuis un moment, avec des résultats pas toujours évidents. En fait, il y a beaucoup de conditions pour que ça fonctionne, le contre-bruit. Généralement, il faut une zone d'action très limitée, ça marche bien sur des fréquences stables, donc du coup, le bruit, de manière générale, n'est pas sur une fréquence stable. Donc, c'est pas évident. Si certains... des personnes présentes étaient au salon Batimat, au dernier Batimat. J'ai oublié. Ils vont m'en vouloir. Il y a un fabricant qui a proposé un système d'atténuation active sur sa fenêtre. Donc c'est vrai que ça marche bien, mais ça marche, voilà, un petit espace. Selon le type de voix qu'il va y avoir derrière, ça va plus ou moins bien marcher. Ils se sont rendus compte, ça apporte quelque chose, mais... Bon, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y aura peut-être des conditions à la réalisation. Ce qui se fait beaucoup plus sur les plateaux de bureau, c'est du masquage sonore. C'est-à-dire que vous avez des bureaux qu'aujourd'hui, on essaie de traiter de plus en plus calme. Et c'est tellement calme qu'en fait, dès que quelqu'un fait le moindre bruit, c'est gênant. Donc du coup, on vient rajouter du bruit. Donc pas n'importe quel bruit quand même. Un petit bruit pas trop... oui, rose, bon, quelque chose qui fait un peu naturel, qui fait bruit de soufflage, bruit du vent, bruit d'une fontaine, et qui vient masquer un petit peu les bruits des autres. Et il y a une start-up française qui développe ça. Enfin, c'est pas une start-up, c'est un de nos confrères qui a développé un produit comme ça aussi, qui en met pas mal sur les plateaux de bureau. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet, là. On n'est plus sur les bâtiments d'habitation. Et puis on peut se demander avec un seul appareil si on peut régler... un seul produit, comment on peut régler à la fois les bruits aériens, les bruits solidiens, les bruits d'équipement, c'est pas évident. Sur ce système, ouais. Ce sera un système qui sera de toute façon un système de proximité des personnes et qui aura un capteur intégré directement pour contrôler l'environnement proche, de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci bien. C'est pas une question, en fin de compte, c'est pour répondre à monsieur ou par expérience. C'est que le bureau d'études comme le vôtre amène des solutions. Il y a des professionnels qui sont ici, qui amènent leur savoir-faire. On va prendre les grilles de ventilation phonique et ainsi de suite, des petites de choses, les parois verticales. Mais c'est vrai que ce que vient de dire monsieur est tout à fait réel. C'est-à-dire, sur le chantier, on n'a plus les mêmes entreprises qu'on avait avant. Donc il est vrai que quand on est sur le chantier, il y a une information qu'il faut donner au chef d'entreprise, au conducteur de travaux et à la personne qui va faire le travail. C'est pas évident. Ce type de formation ou d'information, il faudrait le reproduire aux gens qui sont sur le chantier, plus basique, mais leur montrer l'incidence qu'ils font sur le chantier est important. Moi, je suis pas mal de mes chantiers. Mais il est vrai que c'est terrible. C'est terrible de faire... Il n'y a pas grand-chose, en fin de compte. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas grand-chose à faire respecter. Mais le peu qu'il y a à respecter, c'est très, très dur. On peut faire une dalle béton nickel. On peut mettre un assour hyper comme il faut. Mais le mec qui remplit sa bétonnière de ça pour faire sa chape, s'il se chope un galet, s'il le voit, il ne l'enlève pas, il va faire un point dur. Et vous allez rêver, vous allez faire des tests. Et nous, on est... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la formation aussi doit être plus... Chez nous, pas de problème, mais sur le chantier. C'est très dur actuellement. Moi, je fais de la formation tous les jours, indirectement. Moi, j'ai un certain âge, je vais bientôt partir à la retraite. Mais moi, je fais de la formation aussi bien chef d'entreprise, conduc et ouvrier, gentiment. Mais c'est dur, mais c'est dur, mais c'est dur. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et c'est sûr que cette problématique, une problématique de formation qui est
plusieurs niveaux. Vous avez une problématique de formation, une formation continue, c'est-à-dire le fait que les personnes qui sont formées derrière continuent à être formées, qu'on n'ait pas un changement d'équipe qui fait qu'on n'a plus les personnes formées qui vont travailler sur le projet, donc c'est une information générale. Mais maintenant, bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à maîtriser, d'avoir toujours l'équipe bien formée pour. Et bon, on a quand même tendance, malheureusement, à considérer que les problématiques acoustiques, c'est finalement pas grand-chose. Je veux dire, si le bâtiment ne s'effondre pas, ça va. Voilà. Vaut mieux un problème de bruit qu'un problème structurel. Mais bon, à force de penser comme ça, on risque de négliger voilà, toutes les problématiques acoustiques. Ça soulève aussi une problématique de mission, puisque l'acousticien souvent est un garant au niveau de la conception, mais on intervient de moins en moins en chantier et de moins en moins au contact avec les entreprises et par les employés qui réalisent pour leur dire attention là, faites pas comme ça. Et j'ai fait encore dernièrement des visites où j'ai pointé tous les endroits avec le chef. Ça n'a pas été suivi, parce que est-ce que lui l'a transmis derrière, je ne sais pas, il aurait fallu qu'on ait toute l'équipe qui soit là tous ensemble à regarder ce que je pointais pour qu'il fasse les choses telles que je leur indiquais. Donc voilà, c'est une problématique vraiment existante, importante, et à plusieurs niveaux. Et nous, on est prêt à aider là-dessus, si toutefois, voilà, on nous confie les missions qu'il faut. Moi j'ai une question. Est-ce que on cite souvent notre retard en France en termes de prise en compte de la thermique dans le bâtiment par rapport à des pays comme sont souvent cités l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse par exemple. Est-ce qu'on a aussi ce retard-là d'après vous sur l'acoustique et si oui, d'où ça vient? Alors on a parlé de la formation peut-être des équipes. Est-ce que c'est parce que la politique publique est mal faite? Est-ce qu'on pourrait du coup envisager des aides financières à la prise en compte de l'acoustique, par exemple? En amont, la formation éventuellement des équipes. En aval, est-ce que, par exemple, on n'a pas assez de contrôle? Est-ce qu'il y a plus de contrôle dans ces pays-là? Est-ce que vous avez cette vision-là? C'est peut-être pas évident. J'ai avoir du mal à vous répondre, parce que j'ai pas beaucoup de retours, malheureusement, sur cette préoccupation à l'étranger. En fait, il faut savoir que la réglementation, c'est une réglementation française. Les réglementations étrangères ne sont pas les mêmes. Alors, elles ressemblent. Bon, après, pareil, j'ai pas fait d'études comparatives. On est toujours quand même sur les mêmes problématiques dans le logement. Mais elles ne sont pas abordées de la même manière. Donc déjà, le problème de l'étude qui va regarder ça, c'est de réussir à comparer de manière cohérente les différentes valeurs qui vont être mesurées, contrôlées. Donc là, on vous indiquait des valeurs, mais il suffit que la réglementation aborde la chose de la même manière. Ça va être compliqué à comparer, vous n'aurez pas les mêmes indices qui ne seront pas comparables, donc voilà, c'est pas évident. Donc sur la problématique générale, après, moi j'ai tendance à dire qu'on a une bonne ingénierie acoustique en France. Donc au niveau des problématiques, il y a quand même beaucoup de connaissances. Une bonne prise en compte. Après, la problématique est plutôt dans le sens de mettre tout le monde au courant, de sensibiliser tout le monde, de manière à éviter les problèmes de mise en œuvre qu'on a vus, par exemple. Et sur cette question-là, moi, il me vient l'idée, un point qui m'avait frappé il y a 40 ans, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, les interfaces entre les corps d'État, c'est là qu'est la réflexion et qu'elle est réglée depuis très longtemps. Les problèmes de vide sous les portes palières, ça fait éclater de rire quelqu'un au-delà des Alpes, quand on va vers le nord. Parce que le menuisier fait le tour de sa porte. C'est-à-dire, on n'attend pas que le client ait les moyens de s'acheter un seuil que le promoteur n'a pas mis en place. La menuiserie allemande, c'est comme une porte de Mercedes. Il n'y en a pas un qui pose la porte et l'autre qui pose le seuil. C'est un tout. Donc, c'est au niveau des systèmes qu'ils ont intégré les problèmes humains de chantier qui se posent aux interfaces pour déplacer cette limite. Et pour les systèmes électriques, on ne met pas une boîte comme ça dans une cloison à la française. Tout le système de joint est intégré dans le produit.
Donc, il n'est pas possible de mal le poser. C'est-à-dire le problème humain est pris à la source avec des gens compétents. Mais par commodité, on règle le problème dans la conception du produit pour que l'assemblage ne pose aucun problème de nuit, dans le brouillard et ainsi de suite, et on s'en sort. Mais pour la porte, c'est le chambranle complet. C'est pas une huisserie, puis quelqu'un d'autre viendra faire le seuil. Et c'était le sens de ma question tout à l'heure. C'était que vous me disiez, il y a des systèmes que je ne propose plus si je ne sais pas, au lieu de l'écrire dans les règlements, il faut que, alors que vous savez très bien que ça ne sera pas suivi, normalement, mais ça sera dans un certain nombre d'années, que vous ne proposerez plus certains systèmes si vous ne savez pas d'une manière certaine que l'exécution sera faite par une entreprise et non pas le troisième sous-traitant. Ça ne sert à rien de faire de la formation au chef de chantier. Il ne sait pas qui va faire le boulot le lendemain matin. Donc il ne peut pas sensibiliser l'ouvrier. Il ne connaît pas la veille. C'est ça la réalité de nos chantiers. Donc on est obligé d'aborder différemment les systèmes pour prendre en compte le facteur humain et adapter le système de construction à la main-d'œuvre que l'on a à disposition. Et non pas l'inverse, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, donc en fait, si je comprends bien, vous aviez tout à l'heure la question et la réponse, du coup. Non, j'attendais de voir non, mais comment vous en étiez dans votre parcours professionnel. je plaisante. Alors, mon parcours professionnel, c'est gentil de vous en préoccuper. Pour moi, ce qui est plus important, c'est mon rôle et, si vous voulez, mon poids aussi dans la maîtrise d'œuvre. Alors, mon poids dans la maîtrise d'œuvre, c'est rien. Quand vous regardez les honoraires, les missions, mon poids, quand je vais avoir derrière l'économiste, bon, moi j'entends généralement très bien avec les économistes, mais l'économiste va dire « Ah oui, d'accord, vous aimeriez bien passer avec la porte machin qui est tout réglé avec le joint inclus. Ouais, mais bon, on ne pourra pas passer en économie, on va faire la première économie là-dessus. » Bon, je suis tout à fait d'accord. Combien de chantiers j'ai vu où on a le chambranle de porte, pas le joint, il doit être mis après, personne ne le met, ou alors quand il vient le mettre, en fait, on se rend compte que c'était pas forcément fait pour mettre un joint, donc en fait, c'est pas efficace. Ah oui, non, mais ça, c'est horrible. Enfin, alors, normalement, sur tout ce qui est problématique de porte palière, ils sont quand même censés valider un produit qui, in fine, donne un résultat qui a été testé au départ. Donc, l'encoche pour le joint, elle doit être là. Moi, je considère plutôt que le problématique des joints qui manquent sous les portes, c'est un oubli de l'entreprise. Mais bon, dès que quelqu'un va râler en disant j'ai du froid qui passe sous la porte, il va venir le récupérer. Donc c'est plutôt un problème d'exécution ou de temps d'exécution pour moi. Mais après, je suis d'accord sur le fait que la problématique acoustique doit être intégrée dans les produits directement et dans les systèmes de pose des produits, d'avoir un système de contrôle général en disant, qui va éviter tout simplement d'oublier de mettre un joint quand il faut mettre un joint. Donc là, c'est des choses évidentes, on va dire c'est même du bon sens. Voilà. Maintenant, comme je dis, l'acoustique, ça pèse vraiment pas lourd. Donc quand on connaît des solutions, on a des retours sur les solutions qui fonctionnent, on aime bien les préconiser, les conseiller, mais on n'est pas décideur.